Je vais être à la bourre. Bienvenue à tous, bienvenue à notre Alter Imo spécial Les défis techniques de nos logements. Cette webconférence sera présentée par Olivier Hugues Gauthier, qui est directeur général technique de Cogedim. Pour rappel, nous vous invitons à couper vos micros et de poser vos questions en fin de présentation. Cette webconférence sera disponible en replay sur le site partenaire depuis votre vidéothèque. Voilà, donc je vous invite à revisionner cette webconférence si vous êtes intéressé ou si, voilà, si vous manquez les dernières minutes. Donc Olivier, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous... Ce n'est pas le cas, vous faites un... nous avons peu de temps, donc nous allons commencer par les notions sur la construction. Ensuite, le BT, je vous expliquerai ce que c'est. Un court sujet sur la réglementation environnementale, le DPE, ensuite l'ANF Habitat, et puis nous viendrons aux atouts techniques des bâtiments Cogedim, ce qu'on fait un peu mieux, ce qu'on essaye de mettre dans nos bâtiments et dans nos logements, et puis ensuite les questions, si vous en avez, ce que j'espère. On commence par les notions sur la construction. On va regarder, donc, je vais passer vite voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'était juste pour vous expliquer un petit peu comment on fait, du moins, qu'est-ce qu'est la coupe du bâtiment, qu'est-ce que ça représente et surtout les termes techniques qui sont associés. Donc là, en fait, vous avez la coupe, vous voyez toute la partie supérieure qui dépasse du sol, hein, le sol étant la zone hachurée très foncée, c'est la superstructure, c'est ce qu'on appelle la superstructure, et ce qui est en dessous, c'est l'infrastructure. En règle générale, bien sûr, l'infrastructure, c'est le sous-sol et donc les stationnements, et la superstructure, les logements. Dans la superstructure, qui est toujours très spécifique et à chaque fois, en fait, même certains architectes se trompent, la notion de balcon, de terrasse et de loggia. Euh, le balcon, c'est en fait en dessous, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire on est dehors, au-dessus et en dessous. La terrasse, en fait, il y a une partie qui est sur une surface habitable ou une surface fermée. Vous pouvez être en premier étage, au-dessus du local vélo, vous avez une terrasse parce que c'est fermé en dessous. Donc c'est un espace qui est fermé en dessous d'une partie de la terrasse, et donc on appelle ça une terrasse parce qu'on ne va pas faire des petits morceaux. Et ensuite, la loggia, c'est un balcon, c'est-à-dire qui n'est pas fermé ni au-dessus ni en dessous, mais qui est à l'intérieur de la façade, c'est-à-dire il rentre à l'intérieur du logement. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour montrer ces termes-là. Ensuite, des termes un peu spécifiques au niveau des infrastructures. On vous parle souvent de fondations spéciales. La paroi moulée, la berlinoise parisienne, etc. Tout ça, c'est des modes de soutènement du terrain pour pouvoir terrasser la zone de sous-sol. Et par contre, quand on parle de pieux, d'inclusion, de renforcement de sol, de bouchons de sol, etc., tout ça, c'est ce qui se passe en dessous du sous-sol. Et ce sont des éléments qui nous permettent de faire passer les fondations sur un terrain qui est de meilleure qualité. Donc des pieux, c'est comme des poteaux qui rentrent dans le sol, hein, et qui permettent de descendre les fondations à un niveau correct. Donc voilà, donc on passe assez vite là-dessus sur la coupe et on va passer sur en fait la nouvelle façon de, de conception, la nouvelle manière de construire de Cogedim. Typiquement, depuis qu'il y a eu la crise, on a décidé de- d'en profiter pour changer la mode constructif de nos opérations. Pourquoi? Parce qu'on a des réglementations environnementales qui sont arrivées, on a beaucoup de choses qui sont arrivées, il faut économiser du CO2, et puis il faut construire mieux, et puis il y a de plus en plus le chantier propre, la récupération
de tous la taxonomie qui nous impose à récupérer et à traiter nos déchets, etc., etc., etc. Donc, on est parti sur le principe qu'on allait faire une structure de béton qui était nécessaire à la tenue du bâtiment et à la pérennité du bâtiment. Rien de mieux qu'une structure en béton pour avoir un bâtiment qui dure. On le voit dans tout ce qui est ancien, hein, tout ce qui est en acier, ben, à un moment, si c'est maltraité, ça rouille. Ce qui est en bois, ça se dégrade. Mais le béton, c'est quand même le matériau le plus durable, avec la pierre. Mais on va mettre juste ce qui est dessert. C'est-à-dire qu'on va faire des dalles en béton, on va faire des poteaux en béton préfabriqués qu'on va venir poser sur ces dalles. Et ensuite, on va faire les noyaux, donc l'ascenseur et l'escalier en béton, ce qui va nous amener le contreventement du bâtiment, et des façades, soit en béton, soit en briques, soit en aglo, soit en matériaux autres comme des façades à ossature bois, etc., etc. Tout ça nous amène à remplacer en fait l'ensemble des voiles en béton intérieur par autre chose. Et cette autre chose, c'est des cloisons sèches de nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Parce que en fait, on va utiliser des plaques un peu spécifiques. Je vais vous en parler un petit peu après, je vous montrerai ce que c'est. Et des tôles et des choses comme ça qui permettent d'avoir des cloisons de très très grande qualité, avec plein de grandes qualités. Voilà, donc on va expliquer ça un peu après. Juste pour vous montrer le plan avant et le plan après. Alors c'est vrai que là, on ne se voit pas, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de vous décrire les choses. Quand je fais des présentations, je peux montrer avec un stylet, mais là, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, j'ai peut-être la souris. Donc, avec la souris, ici, vous voyez que vous avez des murs pleins, tout ça, donc c'est du mur en béton, voilà, dans ce qui était avant. Et ensuite, dans ce qui est après, vous voyez que ce qui est en béton l'a grisé. Donc, il y a la façade, bon, en béton, en brique, en aglo, en ce que vous voulez. Et puis, vous avez trois petits poteaux ici, qui sont tous de la même dimension, etc. Et tout le reste, ce sont des cloisons. Hein, voilà, des cloisons sèches, qui ont beaucoup d'avantages. Donc, bon, là, l'avantage, c'est qu'on réduit aussi la trame. Et on économise quand même 5 mètres et 5 mètres cubes et demi de béton par logement, ce qui est quand même énorme. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui a de grande qualité. Et en fait, on passe aux cloisons. Les cloisons entre paliers, hein, ça, c'est les nouvelles cloisons sèches, nouvelle réglementation, pas nouvelle génération. Cloisons sèches entre paliers, en fait. Alors, on a fait un partenariat avec Placo. Placo, c'est une filiale de Saint-Gobain. Donc, très, très grand groupe français, un des plus anciens groupes français, et donc qui a un certain nombre de branches. Notamment, ils font des cloisons, ils fabriquent le placo, ils fabriquent les isolants, des isolants biosourcés, des isolants en laine de verre ou en laine de roche, etc. Ils ont tout le panel. Donc, la cloison entre palier et logement, on va faire de la cloison placo-style de 12 cm avec, vous remarquez ici, vous avez des tôles métalliques en fait. Donc vous avez une tôle métallique de chaque côté avec de l'isolant à l'intérieur. Tout ça pour avoir un niveau anti-effraction important qui correspond à celui de la porte blindée. Donc vous avez le même niveau d'anti-effraction sur ce type de cloison que la porte blindée. Et vous avez un acoustique renforcé à 57 dB. L'intérêt, vous avez, alors on va parler de la cloison entre logements, je vous parlerai de la plaque qui recouvre tout ça. La cloison entre logements, elle est encore plus épaisse parce que bon, la réglementation nous indique qu'il faut faire 63 dB d'affaiblissement acoustique. Cogedim, on a préféré faire mieux parce qu'on considère que entre logements, c'est vraiment quelque chose qui est très important, le fait de ne pas entendre son voisin qui met sa télévision ou sa musique un peu fort. Sur le palier, on est tout à fait réglementaire, mais sur le palier, on passe, hein, ou quand on discute, on va discuter quelques minutes. Quand on est chez soi, on y reste. Donc, ne pas entendre son voisin, c'est quand même important. Donc, on a préféré mettre une cloison à 66 dB. Alors, il faut savoir qu'entre 63 et 66 dB, 3 dB d'écart, ça veut dire que la cloison est un affaiblissement 2 fois meilleur.
parce que c'est exponentiel, hein, l'affaiblissement acoustique. Donc en fait, c'est 2 fois meilleur. Et la grande nouveauté, on a toujours des cloisons, la C-Style et la SAD, ces 2 types de cloisons, vous pouvez les avoir en cloison traditionnelle. Chez Cogedim, nous, on a préféré mettre une plaque très spécifique, qui est une plaque Duotech 25, qui fait 25 mm d'épaisseur. Normalement, vous avez en fait deux plaques de plâtre qui sont vissées l'une sur l'autre et qui font une cloison qui fait 25 mm aussi. Là, la cloison, elle est déjà toute faite en 25 mm et surtout, elle a un film acoustique qui est incorporé au milieu. Vous l'apercevez à peu près au milieu ici. Et surtout, cette cloison, elle est faite avec un plâtre haute dureté. Donc, beaucoup, beaucoup plus dur qu'une plaque de plâtre normal, standard, que vous retrouvez sur l'ensemble des cloisons. Donc, vous allez avoir un aspect au toucher. Alors là, je ne peux pas vous le montrer, mais en général, j'ai l'échantillon et je le fais passer. Mais quand vous tapez dessus, ça sonne euh, comme, comme un mur en béton, quoi. Du moins, comme un mur en aglo. C'est pareil, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette sensation de rebond et de bruit qui passe. Ça, c'est dû à l'épaisseur de la plaque et surtout au plâtre haute dureté qui la compose et au film acoustique. Donc, c'est une cloison qui est sortie à Batimat il y a 4 ans, hein, donc c'est très très récent. Et donc, chez Cogedim, on a préféré la mettre en place sur toutes nos cloisons intérieures. Alors, ça apporte quoi aux clients? Eh bien, une meilleure acoustique, on vient d'en parler. Donc, au bruit aérien, c'est ce que je viens de vous dire. Les 57 dB entre le logement et le palier et les 66 par rapport aux 63 réglementaires entre logements. Et puis au bruit de choc également, parce que le bruit de choc, c'est le bruit qui est émis par un choc qu'on fait sur le sol et qui se réverbère sur le mur et qui donc va, quand il y a la réverbération qui arrive dans le mur en béton, elle va se propager dans le logement du dessus, dans le logement du dessous et dans le logement d'à côté. Là, l'avantage de ce type de cloison, c'est que c'est un sandwich avec un isolant acoustique au milieu. Et donc, le plâtre, déjà, va amortir beaucoup mieux que le béton. Et puis, en plus, l'acoustique, l'isolant acoustique qui est derrière, va arrêter un peu toutes ces vibrations qui viennent du sol. Donc, on va avoir, en fait, une meilleure acoustique et ces bruits de choc vont être beaucoup, beaucoup moins entendus sur les côtés. On verra plus tard que du haut vers le bas, c'est la dalle, hein, qui traite ce bruit de choc. Meilleure isolation thermique. Alors, une meilleure isolation thermique, pourquoi? Parce que le mur en béton, il vient contre le mur en façade, que ce soit de la brique, de l'agglo ou du béton, on va venir contre le mur de façade. Et là, en fait, vous n'avez rien, vous avez le béton, et le béton, il est contre le froid. Et vous n'avez pas de doublage. Le doublage, il s'arrête au droit du mur en béton. Et en fait, là, le doublage, il va s'arrêter, mais au droit de la cloison la plaque hostile. Et donc, la cloison plaque hostile, elle est isolée. Et le plâtre, c'est un isolant également. Donc, en fait, vous n'allez pas avoir de pont thermique à cet endroit-là. Donc, ça va être meilleur au niveau thermique sur ce plan-là. Au niveau de l'accrochage du mobilier, c'est plutôt facilité. Alors, c'est vrai qu'on ne pourra pas accrocher une charge aussi lourde que sur un mur en béton. Mais bon, c'est rare que dans son logement, on accroche 300 ou 400 kilos sur une cheville. Ce qui est important, c'est de pouvoir accrocher les meubles de la cuisine. Ce qui est important, c'est de pouvoir accrocher éventuellement des étagères sur lesquelles on va mettre des livres. Et ça, c'est largement, largement suffisant avec des chevilles spéciales. Et surtout, la plaque de 25 mm en plaque haute dureté permet un accrochage. On peut avoir largement plus de 50 kilos par cheville. Donc, vous mettez 3 chevilles, vous pouvez reprendre 150 kilos. Votre meuble de cuisine, il fait jamais 150 kilos, même chargé. Donc ça, c'est plus simple. Le gros avantage, par contre, c'est que quand vous allez faire un trou, vous n'allez pas faire du bruit dans tout l'immeuble. Parce que quand vous faites un percement sur un voile en béton, tout l'immeuble, c'est que vous percez. Là, vous mettez pas la percussion, donc c'est beaucoup plus simple à faire. Pour poser un clou, c'est également plus simple parce que vous pouvez poser une accroche beaucoup plus facilement sur du béton et ça tient très bien. Euh, c'est bien meilleur pour la planète.
Alors, c'est dans l'air du temps, mais c'est aussi important, hein. C'est quelque chose que Cogedim met en avant. On essaye de faire vraiment quelque chose de mieux pour la planète. Pourquoi? Parce que bon, déjà, il y a beaucoup moins de CO2 dans la cloison en plâtre que dans le mur en béton. Euh, alors, les 500 kilos de CO2 économisés, c'est avec une isolation courante en laine de roche ou en laine de verre, plutôt en laine de roche. Quand vous mettez de l'isolant biosourcé, vous allez augmenter encore ce gain de CO2 avec un isolant biosourcé. Là, je l'ai fait pour la majorité des cas, la grande majorité, quand on a une cloison avec une isolation normale. Et puis, moins d'eau. Alors, je vais vous dire, j'ai été le premier surpris du nombre de mètres cubes d'eau économisés par logement. C'est énorme, en fait, ça prend en compte ces poids et ces mètres cubes, c'est pas Cogedim qui les a inventés, ça vient de ce qu'on appelle les fiches FDES, donc les fiches qui sont émises par et contrôlées par le CSTB. Donc, en fait, le CSTB, c'est un établissement public, hein, qui donne tous les agréments pour tous les produits. Et c'est les fiches de calcul du CO2 et de tout ce qui est nécessaire pour faire mettre en œuvre le produit, donc le fabriquer, le transporter, le poser, la vie du produit pendant 50 ans et ensuite la récupération ensuite. Donc c'est tout ça, et ça, c'est tiré de ça. C'est-à-dire que quand vous faites un mètre cube de béton chez vous, vous ne mettez pas 22 mètres cubes d'eau dedans. Sinon, ça va être beaucoup, beaucoup trop liquide. Par contre, les 22 mètres cubes, c'est le nettoyage du sable, le nettoyage du gravier que vous mettez dans votre béton, c'est l'eau qu'on met un peu dans le transport, et etc., etc. Donc ça prend en compte toute la vie du béton. Et 22 mètres cubes d'eau, c'est énorme, hein, 22 mètres cubes, hein, vous vous rendez compte, 1 mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, hein. Donc c'est une pièce, hein. Plus de modularité, ça c'est un vrai, vrai plus. C'est-à-dire que dans les logements, il n'y aura plus que des poteaux en béton. Donc si vous voulez regrouper deux logements, quelqu'un qui achète un deux pièces, sa famille s'agrandit, le deux pièces d'à côté se vend, eh bien, il n'aura pas besoin de demander à la copropriété pour faire des trous dans la cloison qui est entre les deux logements pour pouvoir réaménager ces deux logements. Il y a des fois en béton, quand on est au R+1 ou au rez-de-chaussée, on ne peut pas faire de trou dans le mur en béton. Parce que quand on est en poutre voile, on n'a pas le droit de faire un trou, mais même 30 centimètres par 30 centimètres, hein. Dans une poutre voile, c'est interdit parce que ça travaille comme une poutre. Et donc, au niveau du calcul, c'est extrêmement compliqué de faire des trous. Alors que là, en fait, on a vraiment une modularité dans le futur qui peut permettre de faire des grands logements, de les recouper, de les agrandir, de faire autre chose que du logement si on veut. On peut faire des bureaux. Voilà. Donc, c'est vraiment une modularité importante. Et puis, pour l'acquéreur, ce qui se passe aussi, c'est que les murs, ils seront faits plus tard. Ils sont faits quand on a fait le clos couvert, donc en fait, il veut modifier des prises, il veut modifier des choses comme ça, et bien en fait, il peut le faire beaucoup plus tardivement. Sinon, on lui demande de le faire très tôt, hein, à la fin des fondations ou à la fin du plancher haut du premier sous-sol, parce qu'une fois qu'on a coulé dans le béton, voilà, c'est compliqué. Et c'est plus facile à modifier. Euh, oui, les titres viennent après, mais ça, c'est pas grave. On va passer à un autre sujet. Le BT, c'est quoi? On va faire beaucoup de sujets, hein, les uns après les autres. Je suis désolé, mais on m'a demandé de vous informer sur beaucoup de choses. Donc, je pense que vous aurez de toute façon le support, donc vous pourrez le relire ensuite. Le BT, en fait, c'est plutôt les BT. C'est les index du bâtiment. Donc, c'est des indices de coût des différentes activités du bâtiment, hein, du secteur de la construction et qui sont destinés à réviser ou actualiser le prix des marchés du bâtiment. Alors, en règle générale, en public, on est en prix révisable. Donc, en fait, on a l'index du BT qui révise le prix du bâtiment à chaque mois et chaque situation. Il y a une révision de prix. En privé, on essaye de faire un prix ferme et non révisable parce que nous, on lance les travaux
quand on a vendu les logements, et donc si le coût des travaux se modifie, c'est compliqué. Donc, il est calculé par l'INSEE, donc l'INSEE, hein, qui est un établissement public. Il est publié tous les mois avec plusieurs mois de retard, hein, avec 3 mois de retard en règle générale. Le plus connu, c'est le BT01, c'est le tout corps d'État. Donc, c'est celui qu'on retrouve dans le bâtiment en règle générale. C'est le plus simple. Et en règle générale, un bâtiment, on le fait relié au BT01, qui est une moyenne de tous les autres. Après, chaque lot a son BT. Vous avez le BT06, je vous en ai mis quelques-uns pour les ossatures, ouvrages en béton, le BT38 pour la plomberie, le BT47 pour l'électricité, vous en avez un pour l'acier, vous en avez pour tout. Et puis, il est lié en fait au coût des matières premières, hein, donc les aciers, le bois, l'alu, le cuivre et les composants, etc., qui évoluent suivant la demande, les pénuries, les événements divers mondiaux, ce que l'on a vécu dernièrement avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les pénuries d'acier avec la Chine, etc., etc. Donc, au coût de l'énergie, qu'on a vécu aussi avec la guerre en Ukraine, entre l'augmentation des prix du pétrole, du gaz, de l'électricité, pour fabriquer tous ces produits, et puis l'inflation, bien sûr. Là, c'est suite à la reprise du bâtiment en Europe, Euh, et surtout en Chine. Je vous ai mis juste, pour que vous vous rendiez compte de l'évolution, 2015 à 2024, on a vraiment 3 périodes, 2015 à 2020, une période sur 6 ans où on a eu 10% d'évolution sur 6 ans, c'est-à-dire 1,7 par an, ce qui est très peu, hein. Ça se voit peu dans le prix du bâtiment. Quand un chantier qui dure 2 ans, bon, ça fait même pas 3%. Donc l'entreprise, elle tenait compte de ça, de un point et demi au plus, parce que la moitié du bâtiment se fait la première année, l'autre moitié c'est la deuxième année. 2021-2023, eh bien, Covid, guerre d'Ukraine, etc., etc., plutôt guerre d'Ukraine, et 6,3 par an. Donc, en 2 ans, on a pris plus qu'en 6 ans. On a pris 20% plus qu'en 6 ans. Donc, c'est énorme, hein. 6,3 par an, presque 13% en 2 ans. Et puis 2023-2024, pour le moment, on est revenu à un rythme qui s'est largement stabilisé. Alors 1%, il est inférieur à ce qui s'est passé en 2015-2020, parce qu'il y a des matériaux qui ont fortement augmenté, comme l'acier par exemple, qui a beaucoup augmenté, puis qui est redescendu. Le bois également a beaucoup augmenté, puis ils sont redescendus. Alors ils ne sont pas arrivés à leur niveau de 2021, 2020, mais ils sont quand même redescendus, donc ça a permis de lisser et de faire redescendre l'indice sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, pour vous montrer que oui, les prix, le coût de construction qui représente à peu près 50% du prix d'achat de l'acquéreur, hein, l'acquéreur final, il va acheter son logement dans le prix du logement, il y a 50% de ses coûts de construction. Donc quand vous prenez 13%, ça veut dire que le coût de construction, eh bien, il a pris 7%. Euh, on va passer, alors, Alors, si vous avez des questions, je pense que, je sais pas, vous pouvez lever le doigt éventuellement, ou avec le chat, vous pouvez poser des questions, parce que des fois, vous avez des questions à l'instant, et les noter, c'est un peu compliqué, donc je peux vous en y répondre le plus rapidement possible au fur et à mesure, si vous le désirez. Je vais vous expliquer quelque chose de très compliqué très brièvement. Donc, on va faire simple. Je vais vous mettre la slide. Elle paraît un peu compliquée. Vous la reverrez plus tard. Plutôt, on va passer sur les slides ensuite. Ça change quoi et par rapport à avant, qu'est-ce que ça change? La RE 2020, donc en très bref, c'est 3 objectifs. Un objectif de sobriété énergétique, de réduction de l'empreinte carbone et d'amélioration du confort d'été. Ça, c'est les 3 objectifs. Les 4 étapes, c'est 2022, 2025, 2028, 2031. Et bon, les indicateurs, donc à chaque fois, en fait, on a, il faut être meilleur en énergie, en environnement et en confort. 6 indicateurs, alors là, je vous laisserai les lire plus tard, hein. Ces indicateurs de besoins bioclimatiques, de consommation d'énergie primaire, etc., etc., d'impact carbone et de degré heure pour tout ce qui est confort d'été. Tout ça, c'est des calculs qui se font sur le bâtiment et sur l'ensemble du bâtiment. 2 trajectoires carbone, et c'est là où je vais plutôt en venir. Donc, une pour les matériaux, une pour l'énergie. Vous voyez que celle de l'énergie, en fait,
2002-2025 pour les maisons, ça ne change pas jusqu'à 2031, c'est-à-dire que l'effort qui a été fait en 2022 sur l'énergie, sur 50 ans, eh bien, c'est le même jusqu'en 2031. Euh, L'effort sur les logements collectifs, autre LC, vous ne posez pas la question, mais je vais vous dire ce que c'est logement collectif en fait. C'est parce que ça ne rentrait pas dans la case. Et collectif RCU, c'est en fait tous les logements collectifs qui sont desservis par un réseau de chaleur urbain. Donc, tous ceux qui sont desservis par un réseau de chaleur urbain, en 2022, c'était 560 kg d'équivalent de CO2 par mètre carré qui était disponible. Et sur les autres logements, c'était la même chose. En 2025, ça va changer un peu. Sur les logements collectifs, on a vraiment un choc et un coût qui baisse, et sur les RCU, un peu moins. Au niveau énergétique. Au niveau matériaux, vous avez en fait moins 12% en 2025, moins 22% ensuite en 2028 et moins 35% en 2031, sachant que en fait, ce n'était pas calculé auparavant, avant la réglementation 2022. Alors, qu'est-ce que ça change? Bon, RT 2012, besoins bioclimatiques, il n'y en avait pas. Et là, en fait, l'Aéro 2020, c'est un renforcement du bâti de transport de 30%. Donc, ça amène un renforcement du bâti de 30%. L'impact environnemental, il n'y en avait pas en RT 2012. Là, il y a l'impact carbone et de l'énergie de la construction qui est calculé. Le confort d'été, il y avait une notion de température intérieure en RT 2012. Et maintenant, en fait, on va calculer les degrés-heures d'inconfort. C'est-à-dire, lors d'un scénario caliculaire, combien de temps on va avoir et on va être pénalisé dans notre logement avec un degré-heure qui, du moins, des degrés qui dépassent 28 degrés pendant combien d'heures? Voilà, qui va considérer l'inconfort. Et ensuite, le contrôle des ventilations. En FT 2012, il n'y avait pas de contrôle. Alors, on en parlera après. En NF Habitat, il y en avait un, mais la RT 2012, réglementation thermique 2012, il n'y avait aucun contrôle des ventilations. En réglementation environnementale 2020, il y en a. On a une vérification avec mesure de l'ensemble des ventilations pour vérifier que on ne ventile pas trop nos logements, suffisamment, mais pas trop. Pour l'acquéreur, c'est quoi les gains? Eh bien, alors, ça, c'est un gain, moins de carbone à la construction et à l'utilisation. Donc, ça, c'est pour être plus vert, hein. Donc, c'est vertueux, disons. Ça lui apporte rien dans son portefeuille, mais par contre, c'est plus vertueux. Donc, c'est intellectuellement. Euh, le bâtiment est mieux isolé thermiquement, donc on a plus 25% d'isolation. Donc ça, eh bien, ça va permettre de consommer moins, en fait, au niveau du son chauffage. Le gain en énergie entre la production de chauffage qui a évolué et le bâtiment qui est mieux isolé, en fait, pour le chauffage et le traitement de l'eau chaude sanitaire aussi, qui est un peu différent, on va gagner. Alors, je vous ai mis en fait deux scénarios. Pour un logement de 55 mètres carrés, on va gagner 20% de consommation. 20% de consommation par rapport à un bâtiment RT 2012. Alors, on m'a demandé hier combien ça faisait par rapport à un bâtiment des années 60, 60, 50, 40, etc. Donc, j'ai fait le calcul. Donc, pour information, alors, c'est pas là-dedans parce qu'on m'a posé la question hier. Euh, c'est 4 fois moins de consommation par rapport à un bâtiment ancien. Typiquement, c'est un bâtiment qui est F ou G par rapport à un bâtiment qui est en B en DPE. On verra le DPE après. Mais un bâtiment qui est B en DPE par rapport à un F ou G, c'est 4 à 5 fois de consommation en moins en énergie pour la production du chauffage. Donc là, pour un logement de 55 mètres carrés, vous voyez que la taille du logement, alors là, c'était pour un logement de 60 mètres carrés hein, que j'ai fait le calcul. Là, pour un logement de 55 mètres carrés, c'est 20%. Pour un logement de 40 mètres carrés, c'est 25%. Donc, on a encore plus d'économies pour un logement qui est plus petit, dû principalement aussi à l'eau chaude sanitaire, hein, parce que ça, c'est la totalité.
vu qu'on équipe quand même nos opérations de robinets, d'économie d'eau, etc., etc., et des robinets qui ont un classement qui fait qu'on consomme beaucoup moins d'eau chaude. Un meilleur confort pendant les périodes de canicule, on vient d'en parler, et puis une meilleure qualité de l'air intérieur, on vient d'en parler aussi avec la vérification de traitement de la ventilation. Le DPE. Le DPE, en fait, vous en avez sûrement entendu parler, vous savez ce que c'est, diagnostic de performance énergétique. On a beaucoup d'abréviations dans le bâtiment, dans le monde de l'immobilier, on est désolé. Donc, ça renseigne la performance énergétique et climatique d'un logement ou d'un bâtiment. Donc, des étiquettes, je viens de vous en parler. La grande différence est en fait, euh, il a évolué très vite. Donc, je vous ai mis un petit tableau qui vous explique exactement comment il a évolué. Avant 2020, en fait, le DPE ne traitait que la consommation énergétique. On avait un seul seuil. Donc, vous aviez le seuil, donc B, vous étiez entre 51 à 90 kWh par mètre carré par an de consommation. Et vous voyez que F, vous êtes entre 330 et 450. Donc, quand je vous disais 4 fois moins, c'est à peu près ça. Donc, vous n'en aviez qu'un seul seuil qui était de l'énergie. En 2020, ils ont sorti un deuxième seuil qui est en fait la performance carbone de votre logement. Et là, donc, vous avez le calcul des émissions de GES, de gaz à effet de serre, donc de carbone. Et là, vous aviez deux seuils. Donc, vous pouviez être D, comme le montre là, D en énergie et E en carbone. Ou B en énergie et F en carbone, hein. Pourquoi pas? Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais bon. Euh, Depuis juillet 2021, ça a été réunifié. Et en fait, c'est le pire des seuils qui est pris. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon en énergie mais pas très bon en carbone, eh bien, c'est le seuil du carbone qui sera pris. Typiquement, quand vous êtes en gaz, en fait, en chauffage et production d'eau chaude sanitaire gaz, vous pouvez être en A ou en B en énergie, c'est-à-dire que vous consommez moins de 90 kWh par mètre carré par an. Par contre, vous allez être minimum C en gaz, en gaz à effet de serre, donc en CO2, en émission de CO2. Et donc, du coup, euh, quand on prend le DPE 2020, vous auriez été B. Quand on prend le DPE 2021, vous auriez été B et D. Et quand on prend le DPE 2000, à partir de 2021, donc 2022, vous êtes D. Donc, vous n'êtes pas bon du tout, alors que, en fait, vous économisez beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, c'est le seuil des deux. Ça, c'est un peu la difficulté. Donc, je préférais vous mettre ça. Vous reviendrez dessus. Il y avait une question? Euh, voilà. Bah, ça, c'est des précisions. Voilà. Vous avez les seuils, hein, qui sont répertoriés. Et puis, en fait, l'ARE 2020, en fait, ça traite du A ou du B ou du C, hein. Euh, et en fait, la RE 2020 en seuil 2025, vous serez en A ou en B. En seuil 2022, vous pouvez être en A ou en B ou en C. Vous ne pouvez pas être en D normalement. Voilà. L'ANF Habitat, c'est aussi, alors, Cogedim, en fait, on est certifié NF Habitat HQE niveau 3. C'est le niveau le plus élevé de la NF Habitat. Et en fait, on est le seul grand promoteur national à être NF Habitat HQE niveau 3, en fait, dans les trois premiers, hein. Après, il y en a qui sont dans les cinq premiers. Mais dans les trois premiers, on est le seul. Euh, alors, la NF Habitat, c'est quoi? C'est quelque chose qui certifie que le logement, il est performant et il est de qualité. Alors, vous lirez, hein, c'est une certification qui est reliée au Qualitel et qui, en fait, part de la conception du bâtiment jusqu'à la livraison.
Donc, vous avez la conception, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Typiquement, ne pas mettre le local ordure en dessous d'un logement, d'un balcon. Parce que vous avez des choses qui peuvent émaner et qui font que votre local, s'il n'est pas ventilé, un local non ventilé, voilà, bon, ça me vient à l'esprit comme ça, mais ça, c'est de la conception. Une fois que vous avez conçu votre bâtiment, vous ne pouvez plus le toucher. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est les produits et tout ce qui est toute la qualité, la sécurité, la qualité des produits, etc., etc. Je vous ai mis le nombre de non-conformités. Alors, bon, malheureusement, le bâtiment est quelque chose où on fait euh, quelque chose de nouveau à chaque bâtiment, en fait. On construit jamais deux bâtiments pareils. Quand on fait une voiture, on en fait une, et puis après, on la copie, et on a les ateliers et l'industrie qui fait 1 million de voitures pareilles. Nous, le bâtiment, ben, on n'a jamais deux pareils. Donc, malheureusement, on a encore des non-conformités. Euh, alors, ça, c'est en phase conception. Le nombre de non-conformités relevées par Cercal, donc quand ils nous font des audits, chez Cogedim, on est à 0,61. Tout promoteur confondu certifié, ils sont à 1,07. Donc, la globalité des promoteurs certifiés, donc Cogedim, donc on fait baisser la moyenne, hein, c'est 1,07. Les promoteurs qui sont non certifiés, c'est beaucoup, beaucoup plus. Mais on va parler plutôt de la phase exécution, parce que la phase conception, c'est un peu voilà, la globalité du bâtiment. Quand j'ai dit, on est à 2,78. Alors, c'est des sources Cercal 2023, hein, c'est pas moi qui l'invente. Tous les promoteurs certifiés, c'est 6,48. Donc, on est presque deux fois et demi, presque 3 fois meilleur que nos chers confrères. Sachant que les promoteurs non certifiés, c'est pire. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, hein. Euh, alors, les avantages et les plus pour le client. Parce que, bon, quels sont les avantages? Ben déjà, la qualité de vie. Euh, la thermique, c'est mieux isolé. L'acoustique, on est supérieur à la réglementation. La ventilation, la qualité de l'air, on est supérieur à la réglementation, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont supérieures à la réglementation au niveau du confort, au niveau de la sécurité, etc. et du bâti. Une sinistralité moindre parce qu'il y a des contrôles qui sont obligatoires et qui sont faits tout au long du chantier. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une sinistralité qui est moindre dans les bâtiments qui sont NF Habitat. Et puis, c'est un atout pour répondre aux défis du logement. Donc, c'est des logements qui sont plus adaptés, en fait, aux enjeux du temps, au fait de pouvoir vieillir mieux dans son logement. En fait, bon, c'est défis environnementaux un peu forts. Euh, je vous ai mis deux exemples là de l'enquête Qualitel que vous pouvez retrouver. Vous avez tout en bas, un tout petit truc qui est marqué en www Qualitel, etc. Donc ça, c'est les bénéfices. Donc ça, c'est tiré de l'enquête Qualitel. Donc c'est pas Cogedim qui le dit, hein, c'est Qualitel. Sur les atouts des logements certifiés, 38% des logements certifiés de moins de 10 ans ont une consommation d'énergie notée A, très bonne, contre 31 pour les non certifiés de moins de 10 ans. Donc, il y a en gros presque 10% de plus de logements qui sont certifiés qui ont une consommation d'énergie inférieure. Et puis, alors, il y a plein d'autres choses hein, qui sont dans la qualité, notamment, vous aurez le détail de ce que je vous ai dit un peu au-dessus. Par contre, il y a un truc que j'ai voulu mettre, valeur immobilière. Alors, ça m'a surpris, vraiment. C'est surtout l'écart qui m'a surpris. Sont a priori des logements qui se revendent plus cher que leur équivalent non certifié. Alors je pense que c'est lié aussi au fait que normalement les produits qui sont mis étant contrôlés, vérifiés, etc., ils ont une pérennité qui est meilleure que, que ceux quand ils ne sont pas vérifiés. Et alors, voilà, les logements, 3,5% pour les logements construits entre 75 et 95, 9,5% pour les logements construits entre 2005 et 2013. Les logements certifiés HQE atteignent quant à eux un prix supérieur de 13% à la revente. Dans les zones les plus tendues et plus denses, la différence peut atteindre jusqu'à 19%. Bon, je pense doit y avoir un détail chez Calitel. Allez voir sur le site, mais bon, sans aller jusqu'à 19%, mais a priori, aux alentours de 10% quand même, ils se revendent nettement mieux, au moins plus vite.
Et en fait, alors typiquement, meilleur que la réglementation, c'est ce que je vous disais, acoustique, bâtiment plus isolé, ventilation maîtrisée, économie d'énergie, sécurité renforcée, et puis la conception qui est fonctionnelle. Euh, on va passer aux atouts techniques de Cogedim parce que je vois l'heure qui passe. Euh, je vais vous parler des plans techniques, des cuisines, des collections, des prestations et de la qualité de réalisation. Juste un focus sur les plans techniques de cuisine. Pourquoi? On est le seul promoteur, en fait, associé avec un cuisiniste. On est associé avec un cuisiniste parce qu'on a des packs cuisine que je crois qu'on va vous présenter d'une autre manière. Quels ils ont accès. Voilà, auquel vous avez accès, hein, une autre présentation. Euh, ces cuisines, on s'est mis donc en partenariat avec Veneta Cucine et un représentant de Veneta Cucine en France. Et en fait, on s'est aperçu que nos plans de cuisine, eh bien, dans typiquement 1,80 m, vous ne rentrez pas 3 éléments de 60. Ou alors, si vous les rentrez, vous avez beaucoup de chance. Les architectes dessinent tous des cuisines avec des éléments de 60. Bien nous, en fait, on s'est aperçu de plein de petites choses avec notre cuisiniste. Ça fait presque 8 ans hein, qu'on fait les cuisines. Et donc, on en a déjà livré, on en pose à peu près plus de 2000 par an quand même, hein. Donc, on a un recul déjà donc, de 5 ou 6 ans sur ce qui a été posé. Et donc, on a pris en compte tout ça et on a fait des plans de technique de cuisine, de position exacte des prises électriques, de position des attentes fluides, donc eau et électricité. On a tenu compte également dans le plan, justement, du fait que ben, une cuisine, pour mettre 3 éléments de 60, eh ben, il ne faut pas 180, il faut 190, etc., etc. Tout ça, c'est dessiné sur le plan. Et alors, soit l'acquéreur il prend le pack cuisine, soit il prend un autre cuisiniste après la livraison, ça c'est pas un souci. Mais le cuisiniste, quand il va venir, eh bien en fait, il pourra réaliser la cuisine facilement et sans souci, et tous ces éléments ils rentreront. Chez beaucoup de nos confrères, c'est pas tout à fait le cas. Ensuite, on va parler des collections. Chez Cogidim, on a 5 collections. Bon, nos confrères, ceux qui ont des gammes de produits, ils en ont plutôt 3. Nous, on a une gamme très élargie. Et puis surtout, dans nos collections, on a 2 produits par collection, ce qui fait que ça nous permet de choisir au directeur technique, au directeur de programme, de choisir des produits différents suivant les opérations. On a plus de 600 produits référencés, 65 conventions de partenariat, et ces produits sont référencés suivant tous les critères que vous avez là. Alors, le prix en est un, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'évaluation RSE EcoVadis, le poids carbone du produit, la pérennité, la longévité du produit, l'esthétique, la qualité, le service. Et vous voyez, il y a retour Kantar. C'est ce que disent nos acquéreurs des produits qui ont été posés. C'est-à-dire que ça fait quand même pas mal d'années qu'on a des retours Kantar sur un certain nombre de choses. Et donc, les acquéreurs nous disent, ah bah ouais, ça, c'est pas terrible, etc. Donc, on le change. Alors, après, il faut un certain laps de temps avant de le changer, mais on essaye de prendre en compte tous ces retours. Et vous avez un certain nombre de marques que je vous ai posées à côté, qui sont les marques que l'on met, mais même en entrée de gamme, hein. En entrée de gamme, vous avez Sèche-Serviette Akova, vous avez des robinets Groé, vous avez un ascenseur Otis ou Schindler sur les futures opérations, parce que c'est 2 conventions de partenariat très récentes, etc., etc. Donc, c'est des produits qu'on arrive à mettre en entrée de gamme parce que, ben voilà, on essaye de faire des économies ailleurs que sur les produits et sur la pérennité du bâtiment. Donc les collections, c'est des produits de qualité, des produits de marque connue, des produits environnementaux qui sont fabriqués pour la grande majorité en France ou en Europe proche. Europe proche, c'est les pays qui entourent la France, hein, principalement. Sincèrement, il y a, alors on va pas se mentir, hein, dans un produit, vous prenez une pompe à chaleur, vous avez une carte électronique. La carte électronique, on sait que l'électronique, il vient d'Asie, hein, il vient pas d'ailleurs. Par contre, l'acier, c'est pareil. Par contre, le produit, il est fabriqué en Europe, il est fabriqué en France. Bon, sur les pompes à chaleur, on a des conventions de partenariat de fabricants français qui fabriquent en France. Alors, il y a un certain nombre de composants qui ne sont pas fabriqués en France,
mais parce que la France et l'Europe ne fabriquent malheureusement pas tout. Ça devrait changer, on réindustrialise et ça va dans le bon sens. Mais nous, on essaye justement de prendre des produits français ou européens pour réindustrialiser. Ils sont tous certifiés NF, ils ont tous des classements, ils ont tout, pour la grande majorité, on demande qu'ils ont des FDES, donc des poids CO2, pour être conformes à la réglementation environnementale. Et puis, on est aussi le promoteur. Je vous ai rien mis sur la taxonomie parce que c'est encore un autre sujet, mais on est le promoteur qui annonce le niveau de taxonomie le plus important du marché, hein, vu qu'on est largement au-dessus des 50%. Tous nos confrères sont plutôt entre 15 et 25. Et la taxonomie, c'est un seul produit non conforme sur une opération. On retire tout le chiffre d'affaires de l'opération de la taxonomie. Donc, c'est en fait le chiffre d'affaires vert du groupe Altaria. On pourrait y revenir lors d'un prochain, peut-être, Alterimo. Euh, alors, on va passer pour finir sur en fait les prestations, des choses que l'on fait et qu'on ne voit pas forcément chez nos confrères, mais qui jouent sur la pérennité du bâtiment. C'est par exemple l'imperméabilisation des balcons. Ça se voit pas, c'est sous les dalles sur plot, c'est sous le carrelage, c'est sous un certain nombre de choses, mais en fait, ça permet de pas reprendre et repeindre le plafond du balcon, de la surface de balcon tous les 3 ans, de pas avoir d'infiltration donc dans ces balcons et d'avoir de la rouille et les aciers qui rouillent des balcons qui peuvent être très très problématiques sur la tenue du balcon dans le temps, etc., etc. La chape, moi je viens du sud, donc j'étais plutôt habitué à faire des chapes, mais je m'aperçois qu'il y a gros 2 tiers de la France où en fait la chape acoustique n'était pas quelque chose qui se faisait partout. Alors clairement, nous sur notre entrée de gamme, vraiment on a 5 collections, donc sur la première collection, on n'a pas forcément la chape acoustique, bien qu'on essaye de la mettre. Sur toutes nos autres collections, on a la chape acoustique. Donc quand même, c'est un vrai plus. Alors je vous ai mis ce que c'était, c'est-à-dire que en fait, vous avez quelque chose qui va s'interposer entre la dalle et votre revêtement et qui va permettre d'avoir un affaiblissement acoustique. Alors l'affaiblissement acoustique réglementaire est de 19 dB. C'est principalement pour les bruits de choc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un bruit de choc, ça tape sur la dalle. Quand ça tape sur la dalle, eh bien, ça s'entend en dessous. Et ça va affaiblir acoustiquement ce fameux bruit de choc. Euh, Nous, chez Cogidim, on a décidé de mettre du 21 dB d'affaiblissement. Alors, c'est pas 2 fois mieux, parce que 2 fois mieux, ça aurait été 22. C'est un peu moins de 2 fois mieux, parce que de 19 à 21, c'est que 2 dB de plus. Mais c'est nettement meilleur et ça permet de quand même diminuer fortement les bruits de choc. Voilà. Donc ça, c'est un vrai plus. D'autres plus, les robinets thermostatiques, on en met, alors là, dans toutes les collections, y compris en entrée de gamme. Robinet thermostatique, ça permet d'économiser de l'eau chaude, tout simplement. Et tous nos robinets sont classés aussi avec un classement qui, même les robinets des meubles vasques, hein, sont un classement où en fait vous économisez beaucoup d'eau chaude parce que la position centrale, c'est la position de l'eau froide. Et donc quand vous ouvrez votre robinet, vous êtes en eau froide et ensuite il faut le tourner volontairement pour avoir de l'eau chaude. Et ça, vous verrez que ça fait quand même pas mal d'économies, donc parce que la grande majorité des gens, ils ouvrent et ils se lavent les mains et ils referment et ils n'ont pas utilisé d'eau chaude. Des pare-douches avec partie pivotante, ça c'est aussi quelque chose que la direction générale technique, on développe fortement, c'est-à-dire qu'on travaille avec les industriels pour développer des produits qu'on est les seuls à avoir. Alors après, bien sûr, nos fabricants, ils les vendent à nos confrères au bout de 2, 3 ans, et ça c'est mis au point il y a 6 ans, donc maintenant il y a un certain nombre de confrères qui le mettent, mais ça a été mis au point par Cogedim. Les seuils handicapés sur les portes-fenêtres, avec un certain nombre de fabricants de menuiserie extérieure. Ça a été fait par Cogedim et mis au point avec la direction générale de Cogedim et les bureaux d'études des fabricants, etc. Donc, on a une R&D assez
du moins, on essaye de développer des produits qui correspondent à ce que veulent les acquéreurs et pas forcément à ce qu'il y a sur le marché. Des parties communes réalisées par les décoratrices, mais ça, je pense que c'est développé par le pôle produit, et ça, on vous en a déjà parlé. Des aménagements de locaux vélos, on a un fabricant partenaire spécialiste également pour gagner de la place et puis pour que ça soit plus convivial, etc. Mais ça, je pense qu'on vous en a déjà parlé également. Des portes palières anti-effraction niveau BP1, c'est pas forcément le cas de tous nos confrères. Nous, on a choisi de faire de l'anti-effraction BP1, qui est une vraie contrainte, hein. Ce sont des portes vraiment spécifiques. Tous les fabricants ne font pas ça. Avec des canons et des serrures à 2P, une 2 étoiles, à 3 ou 5 points. Voilà. Des garde-corps en alu laqués pour la grande majorité. Je pousse. Alors, il y a des garde-corps qu'on ne peut pas faire en alu, hein, qu'on est obligé de faire en acier parce que l'architecte, il a une décoration un peu spécifique. Mais on essaie de faire des garde-corps en alu parce que l'alu ne rouille pas. Contrairement au garde-corps en acier qu'il faut même thermolaquer. Des habillages d'alimentation. Alors, ça, c'est des petits plus, des petites choses. Mais c'est des choses qui, quand vous rentrez dans votre logement, vous ne voyez pas les tubes comme ça brut. Euh, le pack cuisine, ça, on vous en a parlé. Le pack sécurité, je pense qu'on vous en a parlé également lors de d'autres. Je crois que je suis arrivé presque à la fin. Pack sécurité, c'est une alarme qui est posée à la livraison. Vous avez quelqu'un qui vous pose votre alarme. Et surtout, en fait, la grande. Bon, ça, c'est assez courant. Mais en fait, la protection de télésurveillance, elle est soit à l'année, soit au mois, soit à la semaine, soit au week-end. Donc, vous inscrivez gratuitement sur le site. Et puis, vous pouvez payer juste à la semaine. Vous partez une semaine en vacances, mais vous payez juste la télésurveillance pendant la semaine. Voilà, ça c'est quelque chose. On est le seul promoteur national à avoir ce service. C'est développé justement avec Nexome, hein. C'est du matériel de très grande qualité, hein. C'est un très grand fabricant d'alarmes international, hein, qui est fabriqué en Europe, hein. Donc voilà. Euh, et puis, alors, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas normalement parce que parler de réserve à la livraison, ça veut dire qu'on a des réserves. Alors, on est promoteur, bon, vous êtes dans le monde un peu de l'immobilier, vous savez que malheureusement, on a des réserves dans nos logements. On essaie de les minimiser. Alors, sincèrement, quand je parle avec mes confrères, moins de 1,5 réserves par logement à la livraison, c'est y compris les parties communes, hein. C'est-à-dire que c'est la globalité du bâtiment, euh, nombre de réserves de tout le bâtiment, y compris la partie commune, divisé par le nombre de logements. Eh bien, en fait, bon, ils sont très surpris, ils m'ont demandé comment on faisait. Donc, ils m'ont dit non, mais nous, quand on est en dessous de 10, on est content. Pour tout vous dire, premier semestre 2024, on doit être à 0,9. Bon, alors on va avoir beaucoup de réceptions en fin d'année, donc je pense que ça va remonter à 1,2. L'année dernière, on était à 1,3, je crois, 1,2 ou 1,3. Donc on est en dessous de 1,5. Ce qui demandait à nos confrères à combien ils sont. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas le savoir. Nous, on les compte, hein. On a un suivi de tout ça, etc. Et puis, il y a 75% des réserves qui sont levées dans les 30 jours, du moins des réserves à 30 jours qui sont levées dans les 3 mois. Euh, on peut s'enorgueillir qu'on est le seul promoteur à faire mieux. Voilà, le seul promoteur national à faire ça. Alors, il y a peut-être des petits promoteurs qui font aussi bien, voire mieux, hein, mais je ne connais pas tout le monde et on est très, très nombreux à la promotion immobilière. Mais des grands nationaux, non, ça n'existe pas. Voilà. Eh bien, merci de votre écoute a priori attentive. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous a intéressé. Si vous avez des questions, je ne sais pas quel est le timing et si on a encore le temps de quelques questions éventuellement. On a quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever vos micros ou écrire vos questions sur le chat directement. Bon, a priori, j'étais extrêmement clair.
C'était très clair. C'était clair. J'ai dû être, bon, je suis allé un peu vite, donc Merci. voilà. En général, je raconte des petites histoires pour imaginer un peu tout ça. Mais là, j'ai pas beaucoup le temps, mais bon, relisez, reprenez le document qu'on va vous envoyer, peut-être absorbez-le, et puis je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir d'autres alter imo sur des sujets techniques, Oui. et vous aurez peut-être l'occasion de reposer des questions techniques, que ça soit sur d'autres sujets ou sur celui-là, éventuellement. Ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, si vous avez des questions même qui ne sont pas sur les sujets qui sont abordés, je peux toujours essayer d'y répondre. Moi, je suis étonné de moi-même parce que je ne pensais pas faire C'est ça clair. en 1 heure pile chrono, parce que on est à 59. Ouais. Bon, Mais on a surtout tout des paraît commentaires clair. voilà, qui disent que c'est clair et qui vous remercient. Ah, ben, ok, Donc, bon. le replay sera bien disponible aujourd'hui sur la plateforme partenaire et via la vidéothèque. Ben, merci à tous. Merci Olivier Hugues. Merci à vous et au plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.